Pont-Neuf, l'émission consacrée à l'actualité du livre sur Radio J, invité de Pont-Neuf, Monique Cantos-Perber pour un livre qui s'appelle « Sauver la liberté d'expression » qui paraît aux éditions Albin Michel. Monique Cantos-Perber, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente, vous êtes philosophe, vous êtes auteur d'une liste impressionnante d'ouvrages, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous êtes ancienne directrice de l'École normale supérieure. Vous revenez dans ce livre sur l'histoire de la liberté d'expression et vous dénoncez les apprentis censeurs qui veulent pouvoir décider de ce qu'on peut dire et de ce que on ne peut pas dire. Et alors vous avez une définition de la liberté d'expression. À la question « À quoi sert la liberté d'expression ?», Timothy Garton Ash, qui est un historien britannique, répondait « La liberté d'expression permettrait à chacun de nourrir son individualité » et vous proposez une définition plus modeste, dites-vous, « Elle est la certitude que nous continuerons à nous parler et à nous surprendre ». Non pas à nous parler et à nous comprendre, mais à nous parler et à nous surprendre. Alors expliquez-nous. À nous parler, à nous comprendre, à nous enrichir, à permettre le développement de notre intelligence collective, mais aussi à nous surprendre, parce que la dimension de l'échange de paroles doit être toujours un lieu où quelque chose de nouveau peut arriver, une nouvelle opinion peut être proférée, qui sert d'aiguillon, qui sert d'excitant en quelque sorte, soit en termes de réfutation, si on n'est pas d'accord avec elle, soit en ce qu'elle ouvre un chemin de pensée et elle ouvre un certain nombre d'associations. Le fait que la parole soit extrêmement diverse, que beaucoup d'opinions soient en circulation et qu'il y ait une dimension d'échange commun, où les personnes ne soient pas enfermées dans leurs particularités, leurs revendications, mais une véritable mise en commun au sein d'un débat, même si on n'est pas d'accord. D'une certaine façon, c'est ce qui fait toute la vivacité de l'échange humain. Et qu'est-ce qui permet cette constante alimentation du débat en opinions différentes? C'est évidemment la liberté d'expression. Parce que dès qu'on restreint la liberté, y compris avec les formes de censure que vous avez évoquées tout à l'heure, eh bien, plus on se retrouve dans la situation d'être d'accord avec soi-même et de jamais pouvoir être surpris par quelque chose de différent. Alors cette censure, on la sent surtout dans les campus américains, mais elle vient de plus en plus dans les universités françaises, et on peut citer, et vous le faites d'ailleurs, le cas d'Alain Finkielkraut, le cas de François Hollande, le cas de Sylviane Agacinski, et vous-même, comme directrice de l'École normale supérieure, vous avez eu à traiter un certain nombre de problèmes de ce type. Oui, bien sûr. Alors, les décisions que j'ai prises dans l'affaire qui me concerne directement, c'était en 2011 à propos d'abord du lancement du boycott d'Israël par Stéphane Hessel. Il venait de publier Indignez-vous, et apparemment le mal humain étant concentré dans l'action de l'État israélien, il paraissait légitime à ses yeux de lancer un boycott, mais moi il me paraissait absolument pas admissible de lancer ce boycott à l'École normale supérieure. Vous pensez bien, d'abord parce que et surtout, et quelque chose, évidemment j'ai les plus grandes réserves à l'égard de ce genre de cause, mais l'École normale supérieure est un lieu de recherche, de débat. Ce n'est pas du tout un lieu de lancement de propagande. Donc j'ai considéré que c'était une pure et simple instrumentalisation de l'école normale qui devait servir de caution, en quelque sorte, à une cause extrémiste. Et la chose, la pression a été profonde et ça n'a pas été sans mal pour vous. Et elle s'est renouvelée quelques semaines après avec la volonté d'un certain nombre d'élèves et d'enseignants de l'école d'organiser une semaine apartheid Israël. Ce genre de manifestation, on célèbre l'État israélien, si je puis dire, comme un État d'apartheid, et qui est le bras armé, d'une certaine manière, du mouvement boycott des investissements sanctions, le mouvement BDS qu'on connaît bien.
L'idée étant d'occuper l'école normale et d'organiser donc des conférences, des expositions et toutes sortes de prises de parole. Bon, là encore, j'ai beaucoup discuté avec les organisateurs. Je leur ai proposé d'autres formules. Je leur ai proposé d'aller faire ça ailleurs. Je leur ai même proposé de transformer leur initiative pour en faire un véritable débat avec des voix qui seraient contre le boycott, d'autres qui seraient plus favorables, afin qu'on soit le plus possible en phase avec la vocation d'école normale, qui était une vocation de débat. Mais impossible, ce qu'ils voulaient, c'était occuper le terrain pour eux seuls. Alors, ça vient d'Amérique, ça, ou c'est propre aussi aux universités françaises? Bah, ça a été très présent en Amérique, surtout c'est là que s'est développée la revendication identitaire. C'est-à-dire c'est là que, dans la mesure où la société américaine est très multiculturelle et culturelle, à partir des années 90, il y a eu de forts mouvements pour la reconnaissance des identités, en particulier les identités de communautés qui étaient autrefois dominées, communautés noires, mais pas simplement, d'où une revendication qui était la volonté, au fond, de rupture avec le langage commun de l'université, mais de demander qu'on reconnaisse une identité et qu'on accorde en quelque sorte un privilège de parole à ceux qui se défendaient cette identité. En France, cette interprétation identitariste, ethnique est venue quand même beaucoup plus tard, parce que nous n'avons pas la même tradition, nous avons une tradition beaucoup plus intégratrice. Mais ce qui a toujours existé en France, en revanche, c'est le refus de certaines personnes qui étaient sur des opinions, qui défendaient des opinions politiques modérées, centre droit, puissent prendre la parole dans certains lieux. Ça, c'était tout à fait... c'est pratiqué depuis longtemps. Mais on peut dire que c'était de bonne guerre, ça faisait partie du combat politique. Aujourd'hui, il est question de phénomènes assez différents. Il y a aussi des phénomènes que vous pointez. Et il y a un chapitre sur la liberté d'expression et le mal. Est-ce que la proclamation de la haine sur les réseaux sociaux peut se revendiquer de la liberté d'expression? Alors, cette question est très juste parce que le phénomène est paradoxal. Normalement, sur les réseaux sociaux, chacun peut s'exprimer. C'est l'horizontalité totale. Donc, on pourrait voir les réseaux sociaux comme le lieu d'excellence de liberté d'expression. Or, liberté d'expression, ça va avec libre débat. Il ne faut pas que le débat soit distordu et déformé. Or, que se passe-t-il sur les réseaux sociaux ? Il y a des algorithmes qui mettent en évidence, qui donnent une priorité, qui hiérarchisent les opinions et qui rendent très visibles les opinions qui provoquent le plus de réactions émotionnelles au départ. Souvent les opinions les plus chargées de colère. Évidemment, au premier rang desquelles je mettrais les opinions antisémites. Ça, apparemment, ça suscite toujours beaucoup de réactions. Donc, elles se retrouvent extrêmement mises en avant par ces algorithmes. Et tout ce qui viendrait réfuter, contester, qui serait des formes de contre-discours, par le même effet des algorithmes, devient beaucoup, beaucoup moins visible. Ce qui fait que le débat est constamment distordu, constamment déformé. D'où ces espèces de meutes haineuses, ces torrents de haine qui peuvent se former sur les réseaux sociaux. Donc, apparemment, un lieu de libre expression, mais dans la mesure où le fonctionnement même du réseau fausse le débat, pas vraiment un lieu de liberté d'expression. Il y a aussi, à un moment donné, la question de savoir, c'est un cas que vous évoquez, si un homme ivre peut être tenu pour responsable de ses propos. Et on pense naturellement à l'affaire Sarah Halimi, qui a suscité beaucoup d'émotions et où on a considéré qu'il fallait déresponsabiliser l'assassin de Sarah Halimi parce qu'il il était sous l'emprise de la drogue. C'est un peu ce problème que vous soulevez. Oui, c'est une affaire tragique, mais là, il s'agit de propos. Que l'homme ivre ou le fou, ou même dans certaines autres circonstances, l'humoriste ou l'artiste, puisse être tenu responsable de la littéralité de ses propos, ça c'est une question qui discute. Mais en revanche, il sera toujours tenu pour responsable de ses actes. Or, le meurtre de Sarah Halimi, c'est pas une question de propos, c'est un acte de meurtre. Donc, cette affaire, évidemment, a suscité une très grande émotion dans la communauté nationale, d'ailleurs.
La décision de la Cour de cassation est peut-être justifiée du point de vue de la jurisprudence. Elle l'est même très certainement, étant donné l'état actuel du droit, mais il reste que toute cette enquête, toute l'instruction a été baignée dans une telle approximation. Il manque tellement d'éléments que nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc l'appréciation même de l'état mental dans lequel se trouvait le meurtrier est particulièrement difficile. Il y a eu trop de lacunes, trop d'opacité, et cette affaire, elle est peut-être résolue en droit, en tout cas temporairement, mais elle ne sera jamais résolue sur le plan de la justice, parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et toutes ces imperfections, ces négligences méritent d'être expliquées. Alors vous établissez une distinction entre la tolérance et la liberté d'expression, ça n'est pas la même chose pour vous. Et pour en revenir aux réseaux sociaux, vous écrivez ceci: le fait que les réseaux sociaux soient devenus le plus grand espace médiatique au monde justifie que s'appliquent à eux non seulement les règles juridiques qui veulent éliminer les propos nocifs, mais aussi, étant donné l'enjeu démocratique que représente l'information, des règles qui empêchent la circulation des informations manifestement fausses. On en est encore loin de ce que vous décrivez. Oui, on en est loin, parce que si vous voulez, le problème est que les réseaux sociaux ne sont pas simplement un lieu où on échange des propos, on dit ce qu'on a envie de dire. C'est aussi un lieu où une grande partie de la population, une majorité de la jeunesse, a un accès à l'information. Or, l'information, c'est un bien public. Il n'y a pas de citoyen éclairé, il n'y a pas de vote démocratique s'il n'y a pas de solide information. Donc, il faut absolument pouvoir avoir les moyens qui doivent être confiés aux plateformes. Moi, je suis pour que les plateformes prennent l'initiative de la régulation, qu'elles se donnent véritablement les moyens, sous de strictes injonctions, à éliminer ces fausses informations, parce qu'elles sont un mal pour la démocratie et pour le respect mutuel dans nos sociétés. Alors, dans votre livre, c'est ça qui est intéressant, vous tenez toujours les deux bouts et vous dites que, au fond, la liberté d'expression est menacée de deux tendances contraires. Il y a la multiplication des causes affranchies de tout tabou, parfois à la limite du racisme, et la prolifération des formes nouvelles de censure. Alors, comment on sort de cette terrible tenaille que vous décrivez ? Alors, les moyens d'en sortir, c'est d'abord rappeler la loi, que la loi est et puis puisse agir de manière efficace. C'est-à-dire que la justice ait des moyens qui lui permettent d'être extrêmement rapide, tout en étant aussi extrêmement précautionneuse. Parce que n'oubliez pas que les lois de 1881 que nous avons en France, qui règlent la liberté d'expression, sont des lois qui à la fois punissent les abus de la liberté d'expression, mais également défendent la liberté d'expression. Parce que le bon moyen de supprimer les abus de la liberté d'expression, c'est de restreindre au maximum la parole, ce qui n'est pas du tout souhaitable, évidemment. Donc il faut toujours tenir ensemble les deux exigences. Donc d'abord la loi, et une loi qui est appliquée par des juridictions spécialisées, qui connaissent bien ce qu'il en est avec la parole. C'est pas la même chose que les actes. On peut jouer avec la parole, on ne joue pas avec les actes. On peut jouer, prononcer des opinions transgressives et puis montrer qu'on n'y croit pas vraiment, qu'on dit ça juste comme ça pour se moquer de ceux qui les tiennent. Avec un acte, on ne peut pas faire ça. Donc bien distinguer le régime pénal de la parole du régime pénal des actes. Et puis par ailleurs, l'autre chose, c'est la résistance de tous les citoyens. On ne doit pas accepter des privations de parole quand elles sont totalement injustifiées, quand elles procèdent par intimidation, quand elles procèdent par pression. Il faut véritablement avoir le courage de dire, mais ces opinions font partie du débat, vous pouvez ne pas les aimer, mais ce n'est pas à vous. C'est à la loi. Ce n'est pas à vous de faire la loi sur les débats publics. Mais également une résistance à l'égard des formes extrêmes de la parole libérée, de cette parole sans tabou, qui parfois est à la limite de l'antisémitisme. C'est-à-dire, on peut plus rien dire, qui se réclame de la liberté d'expression en disant, on peut plus rien dire maintenant, nous on fait que poser un débat. Ceux-là, si je puis dire, il faut les poursuivre en justice si c'est justifié, ou bien alors les prendre au mot. Vous voulez poser un débat ? Eh bien, posez-le votre débat. Quels sont vos arguments ? Et les obliger et les poursuivre dans leur dernier retranchement. Et puis d'autres formes d'activisme social qui peuvent neutraliser la parole, parce que si vous voulez, quand des paroles nocives
L'important est surtout qu'elles ne soient pas entendues. Donc s'en moquer, les tourner en dérision, installer toute forme de distanciation, ça peut être aussi un moyen efficace. Et enfin, évidemment, la régulation des réseaux sociaux. Donc tout cela, ça suppose une prise de conscience collective. Il faut agir maintenant, il ne faut plus se laisser imposer ces deux groupes qui, chacun, des extrémistes à la limite du racisme ou bien les nouveaux censeurs, veulent nous imposer une façon de parler. Alors, vous êtes philosophe et donc vous abordez ce problème de la liberté d'expression, mais vous êtes aussi praticienne. Enfin, vous avez été au titre de directrice de l'École normale supérieure. On en a parlé tout à l'heure, vous avez eu à traiter ce genre de choses. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on n'arrive plus à réguler ou à régler la parole publique ? En tout cas, la loi le fait, elle a les armes pour le faire, mais elle agit lentement, elle donne ses décisions trop tard, et surtout la justice ne rendra jamais la parole à celui qui a été privé de parole. Elle dédommagera celui qui a été lésé par une parole nocive, mais elle ne rendra pas la parole à celui qu'on a forcé à se taire. Et c'est ça le problème des limites de la loi. C'est pourquoi c'est à chacun de nous de faire en sorte que personne ne soit privé de parole quand ses propos ne tombent pas sous le coup de la loi et peuvent enrichir la décision commune, peuvent justement constituer cet élément de surprise dont vous parliez au début de cet entretien. Alors en effet, je l'ai vu à l'École normale supérieure que cet appel à la résistance était difficile, puisque j'ai été traînée dans la boue par les médias, illustrant une nouvelle forme de fascisme en interdisant cette prise de parole en faveur du boycott d'Israël, mais à aucun moment je n'ai eu l'impression de me tromper. Et c'était inadmissible, ça ne devait pas se passer dans ce lieu. Et si vous voulez, eh ben, il faut arriver à tenir bon. Et puis, il faut surtout maintenir le dialogue, parce que nous nous sommes retrouvés au Conseil d'État. Le Conseil d'État a justifié notre décision. Disons, nous avions totalement raison, ce qui a d'ailleurs protégé beaucoup d'universités contre l'entrisme de BDS à la suite. Mais au moins, lors de l'audience du Conseil d'État, les deux parties ont eu la parole. Nous avons pu chacun nous expliquer. Ce qui n'est pas donné, possibilité qui n'est pas laissée aujourd'hui aux personnes qui sont victimes de la cancel culture. Et sur cette distinction entre la tolérance et la liberté d'expression, vous voulez préciser un peu ? Alors, la tolérance au sens strict, c'était une notion religieuse. Elle a été mise en avant comme la conclusion philosophique des guerres de religion au cours du XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, disons. Ça a été la reconnaissance de l'absolue liberté de la conscience. Chacun peut vénérer son Dieu et peut exprimer sa croyance à condition que cette expression ne crée pas de troubles dans l'ordre public. Donc ça a été une extraordinaire reconnaissance de la liberté d'expression, puisqu'il y avait obligation morale de tolérer l'expression de la croyance religieuse. Mais ça ne concernait que les opinions religieuses et morales. Ça ne concernait pas toutes les opinions dans la société. Or, aujourd'hui, la liberté d'expression est au fond le résultat d'une extension indéfinie de cette liberté d'exprimer sa conviction religieuse. Et c'est au fond dans cette extension qui s'est produite entre le XVIIIe siècle et notre siècle que résident beaucoup de problèmes de la liberté d'expression. Et la tolérance n'est pas une vertu facile aujourd'hui. Merci Monique Cantos-Perber. Je rappelle le titre de votre livre, Sauver la liberté d'expression. C'est paru aux éditions Albin Michel. C'était Pont Neuf, l'émission consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Bonne journée à tous.